Avez-vous eu déjà l'occasion d'observer le courant consommé par une ampoule à LED? C'est un courant très particulier avec beaucoup de pics qui vont d'ailleurs générer des harmoniques. Quand on le compare, comme ici, avec le courant consommé par une ampoule à filament, qui est un courant sinusoïdal, on voit une grosse différence entre les deux. Bonjour, je m'appelle Dominique Janck et je dirige la société Énergie, spécialisée dans la réparation de matériel électronique pour les industriels. Je suis également le concepteur de GoScope, un outil qui permet de visualiser facilement les courants qui circulent dans les fils. Vous allez découvrir dans cette vidéo un principe innovant pour vous aider dans le dépannage électrique, électrotechnique, électronique. Un principe qui va vous donner un avantage par rapport à ceux qui ne le connaissent pas et qui va vous simplifier la vie. Vous serez un dépanneur plus rapide, plus efficace, tout en travaillant en sécurité. À la fin de cette vidéo, je vais vous dévoiler une astuce supplémentaire qui va vous étonner. Pour réaliser les enregistrements que nous avons vus au début de la vidéo, nous avons utilisé un spot à pince dans lequel il est possible de visser une lampe à LED ou une lampe à filament. Pour visualiser la forme des courants qui circulent dans les fils, nous utilisons GoScope et une tablette PC sous Windows 10. Il suffit d'approcher la sonde du fil de phase ou de neutre pour observer les signaux à l'écran. Toute autre méthode de visualisation des courants peut être utilisée. Les principes décrits par la suite restent les mêmes. Lorsque l'ampoule à filament est en place, le courant a une forme sinusoïdale presque parfaite. Il faut garder à l'esprit que c'est bien l'intensité qui parcourt le fil que nous visualisons et non la tension. Bien que dans ce cas de figure, l'un est la parfaite image de l'autre. Et pour continuer, nous allons avoir besoin de réviser ces notions que sont la tension et l'intensité. Même si l'électricité vous est familière, nous allons présenter ces grandeurs par analogie avec l'eau et nous en tirerons un enseignement très important qui va améliorer votre efficacité dans le dépannage. L'électricité est diffusée aujourd'hui par un réseau, tout comme l'eau, et ce n'est pas la seule ressemblance. En effet, nous pouvons comparer la tension électrique à la pression d'eau, cette pression qui dépend de la hauteur du château d'eau. Plus le château d'eau est haut, plus lourd est le poids de la colonne d'eau au-dessus de votre robinet, plus la pression d'eau en sortie de votre robinet est élevée, pression qui s'exprime en barre. La tension électrique, encore appelée différence de potentiel, exprimée en volts, peut être comparée à la pression de l'eau. Tout l'intérêt de cette analogie réside dans ceci. Vous n'êtes pas maître de la pression d'eau fournie par le réseau d'eau, pas plus que vous n'êtes maître de la tension fournie par le réseau électrique ou par une alimentation. Ouvrir ou fermer un robinet ne va pas agir sur la hauteur du château d'eau et donc sur la pression d'eau. Une ampoule, un radiateur, tout autre équipement électrique ne va pas agir sur la tension délivrée par le réseau électrique ou par l'alimentation. En résumé, la tension électrique, comme la pression de l'eau, est subie par le consommateur ou par l'appareil. Elles ne peuvent être que constatées en sortie du réseau d'alimentation. Au contraire de la tension, l'intensité électrique ou courant, dont l'unité est l'ampère, est comparable au débit de l'eau qui est réglé par votre robinet. À pression égale, plus un robinet est ouvert, plus la quantité d'eau qui s'écoule est importante. Bien sûr, pour les besoins de la discussion, nous imaginons que le débit que peut fournir le réseau d'eau est surdimensionné par rapport à notre robinet, tout comme l'intensité que peut fournir le réseau électrique est surdimensionnée par rapport à nos besoins. Dans le cas contraire, des problèmes vont apparaître et nous aurons l'occasion d'y revenir. Avec cet exemple, nous comprenons que le débit de l'eau est sous notre contrôle. Il dépend de l'ouverture du robinet. C'est pareil pour l'électricité. Le courant est sous le contrôle de l'équipement qui le consomme. Pour résumer, la tension est subie par l'appareil qui le consomme. Le courant, lui, est modulé par l'équipement. Au même titre que notre robinet module l'eau, et il est aisé de comprendre que observer le courant qui est consommé par l'appareil va nous donner beaucoup plus d'informations sur son fonctionnement que la tension. Bien que naturellement, on ait tendance à prendre un multimètre
et à mesurer la tension aux bornes de l'appareil. C'est pas inutile, mais c'est pas suffisant. Et observer finement la forme du courant consommé par l'appareil va nous en apprendre beaucoup plus sur ces éventuelles défaillances. Bien maintenant, il est temps de revenir à nos ampoules pour comprendre les implications de ce que je viens de vous montrer. Nous allons pour le moment arrêter là notre analogie entre le réseau d'eau et le réseau électrique, car la tension qui nous est fournie n'est pas continue, comme l'est la pression d'eau du château d'eau, mais dite alternative ou encore sinusoïdale. En pratique, la tension passe par un maximum positif, puis par 0, puis par un maximum négatif, et cela à 50 Hz, c'est-à-dire 50 fois par seconde. La forme du signal est arrondie, elle est dite sinusoïdale. Quand nous appliquons cette tension aux bornes d'une ampoule à filament, nous l'appliquons à une résistance pure. En effet, lorsque le filament est arrivé à sa température, ses caractéristiques n'évoluent plus et il s'oppose, il résiste au passage du courant de manière constante. Depuis la découverte de l'électricité, des travaux ont permis d'établir des lois mathématiques, des formules qui décrivent le comportement de l'électricité, et même si l'étude de celle-ci sort du champ de cette vidéo, nous allons nous arrêter quelques secondes sur une loi fondamentale, à savoir la loi d'Ohm. Cette loi décrit le comportement de la tension, de l'intensité et de la résistance d'un circuit électrique, et elle se simplifie à l'extrême face à une résistance pure. Cette loi donne une équation qui dit que la tension est proportionnelle à l'intensité et à la résistance, et cette équation est qualifiée par les mathématiciens de linéaire, toujours dans le cadre d'une résistance pure. Nous n'allons toujours pas rentrer dans les détails du calcul, ce n'est pas utile dans cette explication. Nous allons juste nous arrêter sur le terme linéaire pour dire que dans une équation linéaire à 3 termes, je rappelle la tension est égale à la résistance que multiplie l'intensité, si la valeur d'un terme change, pour que l'équation se vérifie, la valeur d'au moins un autre terme doit varier dans les mêmes proportions. Pour faire clair, si la résistance ne change pas et que la tension varie, l'intensité va varier dans les mêmes proportions. Voilà pourquoi l'intensité que l'on visualise dans le fil de l'ampoule à filament est le reflet exact de la tension délivrée par le réseau. Ceci est également vrai pour certains anciens fers à souder ou pour les radiateurs électriques basiques de type grille-pain et, en règle générale, pour toutes les résistances pures. Et si j'insiste sur cette particularité, c'est qu'elle va nous permettre de visualiser rapidement quelle est la qualité du réseau électrique sur lequel on opère. Pour ça, nous allons utiliser une opération qui s'appelle une transformée de Fourier. Ça peut faire peur, mais on n'a rien à faire dans le principe, c'est le logiciel de Goscope qui s'occupe de tout. Il suffit de cliquer sur le bouton T qui change alors en FFT pour que l'affichage reflète le résultat de l'opération. Pour faire simple, nous allons admettre deux principes. Premièrement, un signal sinusoïdal pur, c'est-à-dire sans déformation, est constitué d'un seul signal de fréquence pure. Appliqué au réseau de distribution, cela signifie qu'en absence de toute perturbation, la tension délivrée est un signal de fréquence pure à 50 Hz. Un signal de fréquence pure affiché après une transformée de Fourier montre un seul pic, une seule raie, à la fréquence du fondamental, dans notre cas, à 50 Hz. Nous allons également admettre que toute autre forme de signal, même très complexe, même très changeante, différente de la forme sinusoïdale, est composée d'un ensemble de signaux sinusoïdaux d'intensité et de fréquence différents. En utilisant ce qui vient d'être dit, regardons ce qui se passe lorsque nous visualisons la transformée de Fourier de l'intensité circulant dans une résistance pure qui est le reflet de la tension. Nous voyons une grande raie à 50 Hz que nous appellerons la fréquence fondamentale et pratiquement pas de raie à d'autres fréquences, donc pas d'harmonique, car le réseau sur lequel nous travaillons actuellement est propre et très peu parasité. Revenons maintenant
à l'observation du courant absorbé dans une ampoule à LED, qui lui n'est pas du tout sinusoïdal. Et pourtant, la tension au bord de l'ampoule est elle toujours bien sinusoïdale comme nous l'avons vérifié précédemment. Nous n'avons pas de perturbation sur le réseau que l'on utilise ici. D'après les explications précédentes, une conclusion s'impose. L'ampoule à LED n'est pas une résistance pure. C'est la première application du principe que je vous ai révélé tout à l'heure. Observer la tension aux bornes de ces deux ampoules ne nous apprend rien sur leur fonctionnement. Observer le courant qu'elles consomment est révélateur d'un fonctionnement différent entre elles. Puisque le signal n'est pas sinusoïdal, c'est donc un signal composé. Vérifions-le en observant la transformée de Fourier. En plus de l'arrêt principal à 50 Hz, nous voyons une multitude de raies d'intensité décroissante. Ces raies sont des harmoniques, présents à chaque fois que nous serons en présence d'un redresseur. La raie immédiatement à droite du fondamental est une raie à 150 Hz, c'est-à-dire 3 fois la fréquence du secteur, c'est un harmonique de rang 3. La théorie démontre que dans un redresseur équilibré, ce qui est le cas dans cette ampoule à LED, les harmoniques de rang pair, 100 Hz, 200 Hz, sont absents. Nous reparlerons des redresseurs et des harmoniques un peu plus tard, et nous en profiterons pour revenir sur le dimensionnement de l'arrivée des réseaux que nous avons laissé en suspens tout à l'heure. À ce stade, normalement, on se pose plein de questions. Après tout, on a rarement l'habitude de voir la vue côté courant et c'est un peu normal d'avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer et réfléchir à tout ce que ça implique. Regardons ce qui se passe par exemple avec deux ampoules. On branche une deuxième ampoule à LED sur notre multiprise et en fait, nous constatons que la consommation est plus importante, elle a en fait doublé. Mais ce qui est intéressant, c'est que des pics se produisent précisément au même instant. Et ils se renforcent donc mutuellement. On peut donc imaginer que si on est face à 500 ampoules à LED, on aura 500 pics bien synchronisés. Bon, savoir que les ampoules à LED ont un profil de consommation de courant particulier à cause d'un redresseur, c'est une curiosité. Savoir que ça risque de générer des harmoniques, c'est intéressant, mais c'est des ampoules qui consomment finalement peu, et l'impact sur le réseau électrique reste négligeable. Remplaçons pour voir les deux ampoules branchées sur la multiprise par l'alimentation de la tablette PC. Et là non plus, nous n'avons pas affaire à une résistance pure. En effet, l'étage d'entrée d'une alimentation à découpage est constitué d'un redresseur, tout comme l'ampoule à LED. La majeure partie des équipements que nous utilisons sont basés sur une alimentation à découpage, comme par exemple votre téléviseur, le chargeur de votre smartphone, votre boîtier ADSL. C'est aussi vrai dans l'industrie, pour les alimentations, les variateurs de vitesse, les automates programmables, les onduleurs, etc. Toutes les alimentations à découpage vont commencer par un étage redresseur. Nous allons nous intéresser de plus près à cet étage. La première chose que l'on peut dire au sujet des redresseurs, c'est leur tendance à générer des harmoniques. Les harmoniques de courant à l'entrée des appareils électriques signifient que les équipements consomment le courant à des fréquences différentes de la fréquence du réseau électrique. Vous vous souvenez tout à l'heure, lorsque je parlais de robinet et de tuyau d'eau, j'ai dit que l'explication était valable tant que le tuyau était surdimensionné par rapport au robinet. Si ce n'est pas le cas, si le tuyau d'eau est trop petit pour le robinet, une ouverture du robinet va faire baisser la pression dans le réseau. Le diamètre du tuyau va entraîner une résistance au passage de l'eau. Et dans la douche, à côté du robinet, ça vous est sûrement déjà arrivé, le débit va baisser. Vous êtes dans votre douche, l'eau est bien chaude, quelqu'un ouvre le lavabo à fond à côté et hop, vous le sentez. Sur le réseau électrique, si les pics de courant en fréquence harmonique sont trop importants, la résistance du réseau, ou dit de manière plus correcte, l'impédance du réseau, va entraîner une baisse de tension à la fréquence de l'harmonique de courant. Cette harmonique de tension va se diffuser aux autres appareils. Et s'il devient trop important, il est susceptible de provoquer des dysfonctionnements ou des surchauffes. En tout cas, il doit être pris en compte dans le dimensionnement des réseaux.
C'est pas le sujet majeur quand on fait de la maintenance, mais néanmoins, il faut s'intéresser à la qualité du réseau sur lequel on travaille, comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que s'il y a des harmoniques présents, il faudra traiter le problème. Alors maintenant, je vais vous présenter l'étage redresseur qu'on trouve à l'entrée de la plupart des appareils, comme je vous ai dit plus en avant dans la vidéo. Il y a plein de manières de présenter cet étage. J'ai choisi de vous le présenter en vous montrant une simulation sous un logiciel qui s'appelle LT-Spice et qui est utilisé en électronique lorsqu'on veut simuler le comportement d'un montage. Donc un étage redresseur, c'est d'abord un pont de diodes. Vous voyez ici 4 diodes, D1, D2, D3, D4. Et ces 4 diodes, dans le cadre du monophasé, vont nous faire ce qu'on appelle un redressement double alternance. Donc sur la gauche, vous voyez ici une alimentation, donc classique, sinusoïdale, 220 volts, 50 Hz, on simule le secteur. On passe au travers ce pont de diode et si vous prenez le temps, vous verrez que effectivement, quel que soit le sens de la tension alternative qui arrive entre le neutre et la phase, vous aurez un chemin par les diodes qui vous permettra de retrouver une tension redressée aux bornes de ce condensateur-là qu'on va trouver systématiquement pour lisser la tension. Sinon, on verrait les formes des alternances dans la tension redressée. Et enfin, on a mis une résistance ici de 250 ohms pour simuler une charge afin de voir le comportement de notre montage. Donc, on lance la simulation, on a une fenêtre qui s'ouvre et on va regarder le courant, du coup, qui est débité par la lime, le courant qu'on retrouve dans les fils d'alimentation de ce montage. Et, fort heureusement, j'allais dire sans surprise, on retrouve bien les pics qu'on a visualisés tout à l'heure dans notre montage de l'ampoule à LED. L'ampoule à LED se compose bien en entrée de ce type de redresseur. Et on voit bien les pics très caractérisés qui sont provoqués par ce montage. Je vais très rapidement vous montrer également, lorsqu'on fait une simulation de FFT, ce qu'on va pouvoir observer. Donc là, il faut qu'on remette en forme. Voilà. Là, on va prendre un affichage non logarithmique et on va juste venir agrandir la petite zone qui nous intéresse ici et on retrouve notre fameux spectre de fréquence qui, vous voyez, s'étale quand même assez largement jusqu'à 2-3 kHz. Et comme je vous disais, vous voyez dans ce type de montage, ici la fondamentale qu'on retrouve à 50 Hz, et ici la première harmonique à 150 Hz, qui est l'harmonique de rang 3. Voilà. Je vous ai parlé d'une petite astuce. C'est le moment de vous montrer comment on va pouvoir utiliser finalement cette particularité pour faire un diagnostic sur l'appareil qu'on est en train d'observer. Alors, c'est pas la seule chose qu'on peut voir. C'est un sujet vaste. Je vais refaire des vidéos à l'avenir pour vous montrer comment on peut utiliser ce qu'on a vu là pour faire plein de diagnostics différents. Il faudra qu'on parle des ponts triphasés également, qui ont des signatures différentes, et on verra un peu tout ce que les pannes peuvent engendrer comme différence dans les signaux observés, et ce qui peut nous donner des signes
intéressant pour faire nos diagnostics. Ici, on a un condensateur chimique et les condensateurs chimiques, d'ailleurs c'est prévu dans ce logiciel de simulation, ont une résistance série de fabrication. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Et cette résistance qu'on appelle d'ailleurs couramment dans la littérature ESR, c'est en anglais la résistance série équivalente, et en général sur des condensateurs assez récents, inférieurs à 1 ohm. Mais dans le temps, à cause du vieillissement du composant, à cause de la chaleur, et en fonction de la manière dont le composant a été fabriqué, cette résistance va augmenter. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à suivre le vieillissement d'un appareil. Quand les condensateurs présentent des résistances trop élevées, ils se mettent à dysfonctionner avec 2 résultats, soit un arrêt de l'appareil, et dans ce cas-là on va pouvoir réparer l'appareil, soit au pire un flash de l'appareil, et dans ces cas-là on n'est pas toujours sûr de pouvoir réparer. La résistance, elle va passer au fil du temps. Là on va mettre 10 ohms pour voir, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment. Je peux même vous dire que on les voit parfois, nous, dans l'atelier de réparation, monter jusqu'à 40 ohms, et qu'en général, à 40 ohms, ça se passe mal. On relance la simulation, on regarde à ce moment-là la forme du courant, et vous voyez, la forme du courant qui est générée aujourd'hui est beaucoup plus arrondie. Sachez que si vous voyez ce genre de courant à l'étage d'entrée d'une alimentation, à l'étage d'entrée d'un variateur, à l'étage d'entrée de n'importe quel appareil qui a besoin de fabriquer un bus continu, c'est signe que votre appareil est en train de vieillir, c'est signe que les condensateurs de l'étage d'entrée feront plusieurs ohms en ESR, en résistance série équivalente, et que si vous ne traitez pas le problème, si vous ne faites pas changer vos capacités, cet appareil va s'arrêter, peut-être au mauvais moment pour vous. Donc vous avez 2 solutions, ou échanger l'appareil, ou effectuer une maintenance préventive sur votre appareil pour que les condensateurs soient tous changés et éviter une casse. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous ferai à l'avenir d'autres vidéos encore plus spécialisées sur les ponts redresseurs pour bien comprendre tout ce qui peut être diagnostiqué en comprenant bien le fonctionnement d'un pont redresseur. Et puis nous verrons également qu'on peut analyser les courants dans les moteurs, les courants qui rentrent dans les moteurs, et qu'on va pouvoir en déduire comment fonctionne notre moteur, et également est-ce qu'on a des problèmes mécaniques derrière sur le moteur. Voilà, merci, au revoir.